Bonjour, je suis Constantina. Et je suis Ava. Et bienvenue à l'Habitation, l'émission où on illustre nos expériences de laboratoire pour vous faire apprendre certains concepts en chimie. Comme nous ne sommes pas très créatives, la super roue de science va décider pour nous. C'est décidé, la roue a choisi la loi de Monsieur S. Ainsi, le but du laboratoire sera de prouver la loi de S. On a séparé le labo en... Calme-toi. Ils ont besoin d'un peu de contexte alors. Oui, c'est vrai. Comme durant les labos, dans la vie, ce n'est jamais une bonne idée de sauter des étapes. Ok, en tout cas, faisons un petit retour dans l'histoire. Oui, regardons la vidéo sur l'ordi commodément placée sur cette table. Monsieur S naît le 7 août 1802 à Genève, en Suisse, sous le nom complet de Germain-Henri S et fut un médecin et un chimiste. En 1805, toute sa famille alla en Russie et en 1817, ils allèrent à Tertre de l'Empire russe, aujourd'hui Tartu de l'Estonie. S étudia la médecine à l'université du Tertre, aujourd'hui l'université du Tartu, mais suivit aussi des cours de chimie, de physique et de minéralogie. Ses professeurs de chimie et de minéralogie l'ont envoyé en Suède pour rencontrer le chimiste Jöns Jacob Berzelius. Après une seule rencontre, il devint chimiste et commença à l'enseigner en 1830 dans l'Institut technologique de l'Université de Saint-Pétersbourg. En 1840, il présenta sa loi, un principe en thermochimie couramment connu comme étant la loi de Hess. Il meurt 10 ans plus tard, le 13 décembre 1850, à l'âge de 48 ans. Peut-être vous vous demandez c'est quoi la loi de S. Ava, la filmeuse, va l'expliquer. La loi de Monsieur S stipule que la variation d'enthalpie globale d'une réaction comportant plus d'une étape est égale à la somme des variations d'enthalpie de chaque étape de cette réaction. De cette loi découlait une équation et une méthode algébrique permettant de prédire la variation d'enthalpie créée par des réactions chimiques. La méthode peut être très utile, entre autres, dans les situations où les réactions ne peuvent pas se faire en laboratoire, que ce soit parce qu'elles sont trop rapides, trop lentes ou trop violentes. Les scientifiques ou les chercheurs ont donc besoin d'avoir une idée générale des valeurs en termes de variation d'énergie pour la réaction qu'ils essaient d'effectuer. La loi de Hess est donc importante pour la chimie puisque cette méthode algébrique offre une bonne solution. De nos jours, cette loi peut être utilisée dans divers domaines tels que l'industrie alimentaire et l'industrie de l'automobile. Par exemple, sa loi pourrait servir à déterminer le nombre de calories dans certains aliments ou le montant d'énergie nécessaire pour qu'une voiture brûle une certaine quantité d'essence. Avant que nous faisions notre expérience, Ava, donne ton hypothèse sur ce qu'on fera. Très subtil. Je pense que la chaleur molaire de la première expérience ajoutée à celle de la deuxième expérience donnera celle de la troisième. Wow, t'es tellement brillante, j'aurais jamais pensé à ça. Voyons les étapes de notre expérience et aussi on vous encourage de faire ce labo vous-même. Avant qu'on commence, désolé pour l'animation, on a oublié de prendre une vidéo de notre labo. Nous avons séparé notre labo en 3 parties de 3 réactions. Nous allons résumer nos étapes principales. Pour la réaction 1, nous avons fait la dissolution et la dissociation du NaOH solide bien sûr. On a pesé environ 4 grammes de NaOH. Avec une balance. Aussi, si vous faisiez le labo vous-même, n'oubliez pas de ne pas toucher le NaOH avec vos mains, vous devez le toucher avec vos pieds. Ne l'écoutez pas, faites très attention. On a mesuré 200 ml d'eau. Je vous vois les petits coquins qui vont mesurer 215 ml d'eau, mais non, c'est 200. Ouais, en chimie, on n'encourage pas les rebelles. On a mesuré la température de l'eau. Même si ce devrait être à la température de la pièce, on ne sait jamais. On a mélangé le NaOH et l'eau et on les a mis sur l'agitatrice. Hey, on a commencé l'agitation de l'eau avant de les mélanger. Ouais. Puis, on prend la température. On devait répéter ces manipulations 2 autres fois avec 8 grammes de NaOH et 12 grammes de NaOH. Alors, si vous avez fait cette expérience et l'avez trouvée vraiment plate, tant pis pour vous, on vous force de la faire au moins 3 fois.
Ouais. Sinon, on va entrer dans votre maison, voler votre ordi et le donner à une personne qui fera la réaction 3 fois. Ok, voyons la réaction 2, qui est la neutralisation du HCl aqueux par du NaOH aqueux. Ce n'est pas solide cette fois. On a pesé 6 grammes de NaOH en forme solide. Hey, mais je pensais que c'était du NaOH aqueux qu'on avait besoin. Non, on devait prendre le NaOH solide, le mettre dans l'eau pour le rendre ainsi aqueuse. En plus, t'étais là. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. C'est évident. En tout cas, On a mesuré exactement 50 ml de NaOH aqueux. Ça veut dire qu'on a dissous le NaOH solide de tantôt avec 50 ml d'eau. à l'aide du ballon jaugé. Et du temps. Ouais, et du temps. Cette étape nous a pris au moins 24 heures pour la faire. Et si vous dépassez le trait du ballon jaugé même d'une seule goutte, vous devez recommencer. On a mesuré 50 ml d'une solution de HCl aqueux, bien sûr, d'une concentration de 3 mol par litre et a ajouté 100 ml d'eau à cette solution. Pour la diluer. Ouais, ok. Si vous ne saviez pas, ajouter une quantité d'eau à une solution liquide la dilue. Qui aurait su? On a mesuré la température du HCl aqueux et du NaOH aqueux. Si souvenez-vous d'essuyer la sonde de température avant de la mettre dans la deuxième solution, car vous ne voulez pas que la réaction commence trop tôt. Ouais, je crois que plusieurs personnes seront d'accord pour dire qu'on ne veut jamais que ça vienne trop tôt. La réaction, bien sûr. On a mis les deux solutions sur l'agitatrice et on a pris la température. C'est bien, au moins il n'y a pas d'autres essais à faire. Ouais, mais pour la troisième, on devait la répéter 2 fois. C'est vrai. Voyons la dernière et non la moindre réaction. La réaction 3. La dissolution et dissociation du NaOH solide, ajoutée à la neutralisation du HCl aqueux par le NaOH. Si vous n'avez rien compris, on a pris du NaOH solide et on l'a mis dans du HCl aqueux. Merci beaucoup pour ce résumé. On devait peser encore une fois une quantité de NaOH solide. Exactement 12 grammes. Wow, ça devient très répétitif. Je m'excuse pour ceux qui sont encore avec nous. Nous avons mesuré 100 ml d'une solution mère de HCl aqueux et nous l'avons ajouté à 100 ml d'eau. C'est comme le déjà-vu. Bien sûr, ça serait le déjà vu. C'est une amalgamation de la première et de la deuxième réaction. Oh, ok, je vais me taire. On a pris la température du HCl. Aqueux. Oh oui, aqueux. On a mis le HCl aqueux sur l'agitatrice, a déposé le NaOH solide dans le HCl aqueux et avons pris la température. Ah, et c'est terminé. Non, Comment ça, non? on avait oublié l'étape la plus importante. Laquelle? Nettoyer et ranger le matériel. Oh mon Dieu, c'est vrai! Maintenant, c'est terminé. Le protocole. Il reste encore le retour sur le labo. Avant d'aller aux choses amusantes, on vous dirait 3 améliorations que nous et vous pouvons faire. Numéro 1. Plus d'essais. Plus d'essais veut dire moins de chances de se tromper. Ouais, par exemple, pour la deuxième réaction, si on avait mal fait nos manipulations, on n'aurait pas su durant ce labo, comme il y avait seulement un essai. Numéro 2. Faire plus d'attention quand on verse les substances d'un contenant à un autre. Ça se peut qu'on perd une partie de la substance, et ceci peut rendre les résultats un peu moins précis, notamment pour les neutralisations qui doivent être avec des valeurs exactes. Numéro 3. Utiliser des instruments de labo plus précis. Si les instruments sont plus précis, les résultats le seront aussi. Prenons l'exemple de la neutralisation encore. Elle a besoin de valeurs exactes. Le plus les quantités sont exactes, moins il y aura d'imprécisions et plus on s'approchera de la vraie valeur. Pour la première réaction, on a pour le premier essai moins 41,6 kJ par mol comme chaleur molaire. Pour le deuxième, on a moins 41,8 kJ par mol. Et pour le troisième, moins 41,4 kJ par mol. Comme ces valeurs sont essentiellement la même chaleur molaire, nous croyons fortement que nos résultats sont valides. Yay! C'est une vraiment bonne nouvelle. La moyenne des 3 ensembles donne moins 41,9 kJ par mol.
Et maintenant, pour la deuxième réaction, la chaleur molaire était de moins 54,8 kJ par mol. J'espère que ce soit la bonne. Ouais, on a seulement fait un essai pour ça. Et finalement, pour la troisième, on a eu pour le premier essai moins 98,6 kJ par mol et pour le deuxième, moins 97,4 kJ par mol. C'est bon, ces résultats sont valides aussi, comme ils sont presque identiques. Je suis très fière de nous. Moi aussi. La moyenne est de moins 98 kJ par mol. Maintenant, on peut vérifier l'hypothèse du début, qui disait que la chaleur molaire de la première expérience, additionnée à celle de la deuxième expérience, donnerait celle de la troisième. Si on fait les maths, on trouve que les deux premières réactions donnent moins 96,7 kJ par mol. Wow! Un pourcentage d'écart de seulement 1,32%. Alors, on avait raison. L'addition des chaleurs molaires des deux premières réactions donne environ celle de la troisième. On devrait s'applaudir. Alors, c'était tout pour la vidéo. Nous espérons que nous avons bien clarifié ce concept et que nous l'avons fait d'une façon intéressante. Oui, abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé notre vidéo et voulez rester à jour avec nos contenus. À la prochaine!